Quand nos invités commencent à répondre avant que vos questions soient posées, ça veut dire que le sujet est passionnant. On se retrouve pour On vous répond, deuxième partie de votre 17-19 avec Mathieu Boisseau, qu'on est ravi, même s'il n'est pas très loin dans les couloirs, mais on l'a avec nous ce soir. Bonsoir Mathieu. On connaît votre visage, vous avez été notre correspondant à Londres notamment et vous êtes tout chousse. C'était facile dans la préparation des Jeux qu'on vivra évidemment en direct sur France Télévisions. On voit vos reportages dans le 20h et là vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs sur l'annonce des JO d'hiver. Et à vos côtés, Armand de Redinger, consultant international pour le sport et l'olympisme. Vous avez signé monsieur Paris Olympique de 2024, chance ou malédiction, 24 défis à relever aux éditions Vigo et vous avez plongé comme ça dans les préparatifs de différents jeux ces dernières années et vous êtes olympique même si vous ne participez à aucune épreuve, ma chère Myriam. Vous êtes avec nous, c'est votre émission, on vous répond. Vous avez ce QR code, vous prenez votre téléphone portable, l'appareil photo, vous visez, hop, un lien s'affiche, vous appuyez, vos questions arrivent ici et je les pose en direct à nos experts, nos journalistes en plateau. Bonsoir et merci d'être avec nous. On va commencer avec la question de Pierre71. On organise les JO d'été à Paris. Est-ce raisonnable d'accueillir les JO d'hiver et est-ce qu'il y aura assez de neige en 2030 ? Bah écoutez, je ne suis pas Edgar météorologue. Groupiron nous disait la même chose. Je ne suis pas météorologue. Je ne suis pas météorologue et dire ce qui se passait en 2030, on ne sait déjà pas comment tout va se passer en 2024. Et imaginer ce qui va se passer en 2030, c'est compliqué. Là, il faut dire que très clairement, le CIO, qui est maître des Jeux complètement, a fait un pari important en disant il faut qu'à tout prix, on organise les Jeux d'ici 2030, 34, 38. Dans Thomas Barr, le petit président du CIO, il y a du Coubertin, qui avait aussi fait en sorte que de 1924 à 1940, avant la Deuxième Guerre mondiale, il avait aussi fixé une règle qu'on attribue déjà les Jeux. Là, on attribue les Jeux à la France, donc on fait un pari sur la France qui est tout à fait capable d'organiser les Jeux, nonobstant tout ce qu'on peut imaginer au point de vue écologique, au point de vue environnement, nonobstant les difficultés qui peuvent exister au niveau du JO de Paris, car il n'avait pas le choix de les proposer à quelqu'un d'autre. La Suisse n'en voulait pas, les Suédois, le CIO n'en veut pas non plus, donc les Alpes françaises doivent être en mesure d'organiser les Jeux en 2030. Comment ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est raisonnable ? C'est la question de Pierre et je la répète. Et est-ce qu'il y aura assez de neige ? C'est un peu ça. Alors, on va inviter à distance, donc je lui donne la parole. Valérie Pommier, bonsoir madame, vous êtes fondatrice de l'association Résilience Montagne et quelque chose me dit que vous avez une réponse très claire à cette question de Pierre. Est-ce qu'il y aura de la neige en 2030 dans les Alpes françaises ? Alors, comme le disait Edgar tout à l'heure, ou monsieur, effectivement, on n'est pas météorologue et j'ai l'impression qu'on confond encore une fois les termes météo et climat. Alors, si on n'est pas météorologue, on peut peut-être écouter les climatologues qui estiment qu'effectivement, il y aura un recul de la neige. On sait que le nombre de jours de neige diminue drastiquement. D'ici à 2030, ça va être compliqué. Ça l'est déjà à nos hivers aujourd'hui. On sait aujourd'hui que l'ISO de 0 degré remonte régulièrement. On a eu un 0 degré à 5300 mètres. L'hiver dernier, au mois de janvier, à mi-janvier, on n'avait pas de neige dans les alpages à 1500 mètres. On sait que ça va être compliqué et que ce sera de plus en plus compliqué d'un point de vue climat et non pas météo. Ensuite, effectivement, on compte aujourd'hui sur des solutions technologiques pour fabriquer cette neige. La neige aujourd'hui, sur tous les domaines, qu'on soit au Grand Bornand à 900 mètres ou à Val d'Isère à 1800 mètres dans le village, on a besoin de canons à neige pour fabriquer cette neige. La neige n'est pratiquement plus une matière naturelle afin d'assurer une saison à peu près normale sur les territoires de montagne. Ça, on ne peut pas l'ignorer, en fait, aujourd'hui. Donc, attention de ne pas confondre météo et climat. On ne sait pas quelle météo il fera pour les JO 2030, mais d'un point de vue climat, on sait que ça va être compliqué. Vous restez avec nous, Valérie Pommier. On vous donnera évidemment la parole, madame, pour répondre
aux questions de nos téléspectateurs. Mathieu voulait réagir, mais il y a peut-être une question qui s'enchaîne. Il y en a plein, des questions. Solène posait, est-ce que les JO d'hiver seront respectueux de l'environnement? C'est un peu ce qu'évoquait à l'instant notre invité en disant qu'on a des solutions pour fabriquer de la neige. C'était peut-être à ça que... Non, juste un mot, parce que la question précédente, elle soulève en fait deux problématiques. D'abord, il y a l'enchaînement Paris 2024, Alpes 2030, et une deuxième problématique qui est la question du changement climatique et du faible enneigement. D'abord, cet enchaînement Paris 2024, Alpes 2030, c'est vrai qu'il est assez inhabituel. Il surprend parce que cette candidature des Alpes 2030, elle a été lancée il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, il y a 6 mois, mais en théorie, sur le principe, l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on organise les Jeux d'été qu'on ne peut pas organiser les JO d'hiver ensuite. Et surtout, c'est l'un des arguments qui a été avancé hier par le CIO pour motiver cette décision. C'est-à-dire que la France a l'habitude d'organiser des grands événements. L'expertise de Paris 2024 a été mentionnée et aussi le fait que la France organise régulièrement des grandes compétitions en matière de sport d'hiver. Et pour ce qui est de l'enneigement en 2030, le choix de la France répond aussi à l'une des motivations désormais du CIO qui est de faire des Jeux plus sobre. Alors, est-ce que ça sera assez sobre sur le plan financier et écologique? Ça, c'est très difficile à dire et puis c'est aussi une question de point de vue. Mais le choix de la France est quand même un pays où il y a encore de la neige. Alors qu'on se rappelle qu'il y a eu des Jeux à Pékin, les derniers Jeux, où c'était entièrement avec de la neige artificielle. Alors, à quel coût? C'est ce que demande Nîmes 30. Pourquoi dépenser tant en pleine inflation? Le gouvernement cherche à réduire les dépenses. Les retraites est là, plus de 1,8 milliard d'euros. Vous nous direz si le chiffre est crédible. Qui paye ça encore? Les mêmes. Après, ils vont augmenter les taxes. Un coup de Qui gueule. paye? Ouais. Coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule tout à fait logique. Tous les Jeux fait des prévisions. Pour les Jeux d'été, on a toujours été autour de 5 milliards, y compris Paris 2024. On en est à 9 aujourd'hui. On y sera au-delà de 10, très certainement. Et pour les Jeux d'hiver, on tourne en général autour de 2 milliards. Donc ça coûtera, il y aura une dérive de toutes les façons. Alors maintenant, la question se pose, au-delà de savoir si c'est raisonnable ou pas, est-ce qu'il est intéressant d'investir, je dis bien d'investir et non pas de dépenser, 2 milliards pour organiser des Jeux olympiques d'hiver, sachant que ces 2 milliards deviennent une sorte de priorité politique par rapport à des milliards qu'on investirait dans l'éducation, dans la santé, ainsi de suite. C'est un choix politique qui doit être assumé complètement. Alors ne faisons pas l'erreur de dire, bon écoutez, c'est qu'une dépense comme ça, c'est un investissement, mais est-ce qu'il est supportable? Ça, c'est une autre paire de manches. On vous donne la parole. On entend non. Hein, on a entendu le non, Valérie Pommier. Est-ce qu'il est raisonnable? Mais non, c'est une dépense et c'est une dépense qui aujourd'hui ne devrait pas avoir lieu. On n'investit pas à 2030 quand on sait qu'on doit réduire nos émissions, quand on sait qu'on doit suivre l'accord de Paris, quand on sait que la seule façon de s'en sortir à peu près durablement sur le territoire globalement et sur la planète, c'est de réduire nos émissions globalement. Alors Edgar disait tout à l'heure, effectivement, Edgar Gros-Piron, les JO qui vont accélérer ou freiner le réchauffement climatique. Non, effectivement, mais on n'est pas là pour aggraver le problème. Les territoires de montagne aujourd'hui souffrent d'un problème de transition et de transformation du modèle. On le sait depuis avant 2011. En 2011, la Cour des comptes disait on doit penser le modèle du ski différemment sur les territoires de montagne parce qu'il y a le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on est dans une logique où il est très difficile d'entamer une transition du tout ski parce qu'effectivement, ça génère des revenus et tout ce qu'on sait. Mais si on conforte le modèle d'ici à 2030, comment est-ce qu'on va pouvoir penser transition alors qu'on va conforter un modèle de dépenses pour fabriquer de la neige, qu'on va devoir aujourd'hui siphonner des sources et des torrents en montagne pour fabriquer la neige? L'impact énergétique va être gigantesque. Combien va-t-on payer l'énergie en 2030? Je crois que personne n'est capable de répondre. Les territoires de montagne aujourd'hui doivent sortir de l'image tout ski et tout neige, surtout dans des territoires comme la Clusaz et le Grand Bornand. On doit diversifier notre économie et penser plutôt une montagne à vivre plutôt qu'une montagne du tout ski et du tout neige. Et là, on fait croire à des habitants et des populations de montagne que tout ira bien parce qu'on investit pour eux. Moi, je crois qu'à ce stade,
on devrait organiser un référendum national. Alors, je vous coupe avec juste un débat instant parce que construit. c'est exactement la question que Pascal pose en vous écoutant, en disant ne serait-il pas opportun de demander l'avis des Français et des Rhône-Alpins, dont je suis, via un référendum, par exemple. Ça veut dire que localement, cette annonce, elle a été perçue sur le terrain par les gens qui vivent la montagne de manière, vous direz comment ? Eh bien, il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur les territoires de montagne actuellement. Actuellement, quand il est question de fabriquer une nouvelle retenue d'altitude, comme on le voit à la Clusaz, qui est un cas aujourd'hui malheureusement d'école, parce que ce village ne méritait pas ça, des habitants se disent: est-ce qu'il est bien judicieux de conforter le modèle du tout-ski chez nous, alors que, comme le disait Edgar tout à l'heure, on voit chaque année que c'est de plus en plus la catastrophe. Il va y avoir un moment un problème de rentabilité, d'ailleurs, des stations, du point de vue d'infrastructure. Alors, Valérie Pommier, je vous interromps une de... seconde, madame. Je vous interromps parce qu'il faut distribuer la parole. Et Mathieu Boisseau et Armande Rédinger voulaient réagir à ce que vous disiez, Mathieu, qui fait aussi beaucoup de reportages dans ce milieu-là. J'y vais. Et à la question de Pascal. Cette question sur les référendums, la possibilité d'un référendum, c'est ce qui se passe en Suisse. Ouais. Et c'est justement l'une des choses qui ont pénalisé la candidature suisse. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est juste intéressant. pour Vous aurez peut-être dit non. pour remettre du contexte. Ensuite, ne serait-il Pénalisé pas... parce que si la Suisse avait été retenue, ensuite, cette candidature aurait été soumise Exactement, à... ça fait planer une incertitude Et la Suède, sur... pareil. Et la Suède, exactement. Ne serait-il pas opportun de demander aux Français ce qu'ils en pensent ? Il y a 2 sondages sur lesquels s'appuie d'abord le comité de candidature et le CIO, qui donnent entre 68 et 73% d'avis favorables. Quelle source ? Ce sont des sondages pour celui du comité de candidature qui a été fait sur 800 personnes environ. Donc, on en pense ce qu'on peut en penser. Voilà. Quel panel ? Nous, Non. dans nos reportages, les retours qu'on a depuis l'annonce de cette candidature sont beaucoup plus nuancés, beaucoup plus partagés que 68 à 73% d'opinions favorables. Je vous laisse répondre. Il y a Justimo qui vous écoute et qui dit aussi « J'habite à Courchevel, donc directement concerné par les JO 2030. Pourquoi les habitants ne sont pas consultés ?» Alors, il faut Monsieur être très très Drélinger. clair. Les Alpes l'ont emporté pour une des raisons principales, c'est qu'il n'y aura pas de référendum. La France, c'est toujours interdit de faire un quelconque référendum. Toutes C'est les scandaleux. candidatures, quelles qu'elles soient, non, mais que ce soit un scandale, je partage votre point de vue, mais quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, le CIO ne peut plus se permettre d'attribuer des jeux à des pays qui feraient des référendums après leur attribution. Ça ne peut plus se faire. C'est scandaleux, c'est pas normal, et ainsi de suite. Les sondages, et je crois que vous avez parfaitement raison, il faut savoir quelle est la question qui est posée. Via Internet, vis-à-vis de 800 personnes, ce sont des sondages qui n'ont aucune signification. Aucune signification. Tous les sondages qui sont faits d'une manière sérieuse pour ou contre les Jeux Olympiques, dans le meilleur des cas, c'est du 50%, 50-50. En ce qui concerne les Jeux d'hiver, c'est encore beaucoup plus important parce que les Jeux d'hiver, les gens sont beaucoup plus concernés, les montagnards en quelque sorte, sont beaucoup plus concernés pour le problème des Jeux que les pauvres petits bourgeois parisiens, lorsqu'ils ne sont Non, pas des pas du bobos. tout. Qui va payer ? Non, mais qui va payer, c'est une chose. On s'écoute, Madame Pommier, s'il vous plaît, sinon ça va être compliqué. Les Parisiens de sont s'écouter. contre-foot à la limite. Ils se rendent compte maintenant, avec le plan de sécurité, que ça va être très très compliqué. Les montagnards, j'ai participé aux Jeux d'Albertville, sont totalement attachés à leur terre. Et eux, ils considèrent qu'effectivement, c'est un véritable non-sens qu'il n'y ait pas un référendum qui est accordé aux Rhône-Alpins. Et moi, j'y pousse véritablement. Je ne suis pas certain que le résultat serait totalement positif. Didou qui vous écoute et qui dit « Il semble qu'il y a de moins en moins de candidats pour l'organisation des JO. » On rappelle que la France est la seule candidature qui a été retenue par le CIO. Avez-vous une explication ? Mathieu. Alors, déjà, il y a... C'est vrai d'abord ? Oui, c'est l'une des raisons qui ont fait que le CIO a changé son mode d'attribution. Avant, ceux qui se rappellent notamment de la défaite de la France pour les JO 2012 se souviennent d'une immense cérémonie où chaque comité de candidature devait tenter de convaincre l'ensemble des membres du CIO. C'était énorme, ça coûtait énormément d'argent. Il y avait une forme d'humiliation pour les perdants, ce qui a aussi conduit certains pays à renoncer. Désormais, ça se fait non pas en catimini, mais de manière beaucoup plus sobre. En fait, il y a une commission avec 8 ou 10 personnes, selon qu'il s'agisse des jeux d'hiver ou des jeux d'été, qui décide non pas d'attribuer les jeux directement, mais de dire « mon candidat préféré est tel pays ». Voilà, c'est ce qui s'est passé pour la France. Donc forcément, la Suisse et la Suède se sont dit, puisque la France est préférée, on ne poursuit pas. Donc c'est une manière un peu polissée de ne pas faire trop de perdants et de ne pas faire trop de déçus.
pour les Jeux d'hiver de 2022, 9 villes candidates au départ, dont Lviv, une ville ukrainienne. Attribution des Jeux en 2015. Il ne restait plus que 2 villes à l'arrivée parce que toutes les villes ont considéré que c'était absolument impensable de vouloir investir des sommes colossales pour des Jeux d'hiver. Il ne restait plus que Pékin et Almaty au Kazakhstan. J'ai posé la question de Briseis, mais ce que vous dites me fait un lien avec la question que Laurent pose il y a quelques minutes. N'est-il pas temps de convenir que ce modèle des JO en l'état est obsolète et à réinventer hiver comme été? Il est complètement réinventé. C'est totalement obsolète. Edgar Gourpiron le disait très justement. Pour les Jeux d'hiver, encore plus. Il disait qu'il était très content d'accueillir aussi. Non, mais qu'on soit très content. Moi, je suis un turiféraire des Jeux Olympiques, mais pas n'importe quel coup. Bon, je considère que des Jeux Olympiques dans un pays, c'est assez prestigieux. Encore faut-il supporter les coûts qu'ils représentent, que ce soit des dépenses ou des investissements. Et avec les modèles économiques traditionnels, ce n'est plus pensable. Il n'est pas possible d'organiser des Jeux Olympiques pour 2 milliards, selon le modèle aujourd'hui, dans les Alpes. On le sera à des sommes beaucoup plus importantes si effectivement on investit dans la transition écologique. Il n'y a pas de problème. Je vais vous laisser C'est le discours officiel du CIO. Oui. Et en même temps, si vous avez la réponse à la question de Briseis en y répondant, combien on salue parce que c'est une fidèle ou infidèle, je ne sais pas. On commence à voir notre fidèle dont on vous répond. C'est vrai, d'aficionados. Combien ont coûté les JO d'Albertville en 92 et quelles ont été les retombées économiques? Alors là, moi c'était mes premiers Jeux, donc j'étais totalement impliqué auprès de Michel Barnier et de Jean-Claude Killy. Alors, le budget, je ne l'ai pas plus tellement en tête. Sauf que je sais qu'il y a 1,7 milliard. Je sais que le déficit était de l'ordre de 300 millions. Qui est très, très faible et qu'on a continué à payer, mais qui est très faible. Par contre, les retombées, et là, c'est vraiment intéressant, parce que, par exemple, pour les Jeux de Paris, on vous promet 11 milliards de retombées. Mais personne, dans aucun pays, excepté l'Espagne pour Barcelone en Catalogne, n'a fait l'étude après coup de savoir si effectivement ce qui était prévu que était retombé. Et Barcelone, il disait quoi? Il disait qu'il y aurait des retombées au niveau attractivité, sortir de l'isolement. Disait quoi? Et il disait annoncer non pas des éléments épurement économiques, mais des éléments non économiques en matière d'attractivité, et d'investissement et d'image. C'était son choix, c'était très clair. Pour la France, c'est pas ça. On explique qu'on aura 11 milliards de retombées, mais personne ne fera ce calcul. Donc, on peut le faire déjà avec le prix du taux et le métro. Donc, à partir de là, Albertville, effectivement, ça a été un déficit très léger. 3 fois les JO d'hiver, donc on peut se dire qu'on a fait une analyse au moins sur un des 3 événements. Des 3 événements, mais c'est sûr qu'on a fait l'analyse, je l'espère. Bon. Moi, j'ai donné quelques petits conseils. Il y a eu un petit souvenir pour les habitants d'Albertville, quand même. C'est la taxe d'habitation qui a augmenté de 40% en 3 ans. Mais ce qui était le plus important comme retombée, c'était le désenclavement de la vallée de la Tarentaise. On a accéléré le processus d'investissement de désenclavement de la vallée de la Tarentaise, et ça a permis d'une croissance de l'ordre de 6% des touristes qui venaient faire du sport d'hiver dans la vallée de la Tarentaise, c'est-à-dire Courchevel, Méribel, et puis Val d'Isère. Valérie Pommier, peut-être une réaction, madame, fondatrice de l'association Résilience. Est-ce qu'il y a, on a compris votre engagement et votre message, mais est-ce que vous entendez ou vous pensez qu'il peut aussi y avoir des retombées d'image, économiques, d'emploi, qui ne soient pas complètement contraires à la transition écologique ? Je suis d'accord là sur le désenclavement de la Tarentelle en 92, mais on n'est plus du tout dans les mêmes époques. Ce qui s'est passé depuis avec le climat et la conscience climatique et les enjeux sur la biodiversité et l'eau, pour moi, on ne doit plus du tout comparer ce qui s'est passé en 92 et maintenant. Et oui, en termes de retombées ou d'économie, alors effectivement, il y avait des études qui avaient été poussées par, je crois, j'avais retrouvé le document, les géographes de l'Université de Lausanne, qui expliquait que les Jeux Olympiques et les Coupes du Monde de foot sont toujours structurellement déficitaires. Après, on peut toujours essayer de dire, oui, on va gagner en visibilité et en je ne sais quoi de retombées touristiques. C'est juste, est-ce qu'il faut le faire? Aujourd'hui, on essaie de se dire qu'on doit changer l'image des territoires de montagne, et on dit toujours inventer ces nouveaux récits ou essayer de trouver une autre histoire qui pourrait accompagner une transition des territoires. Mais est-ce qu'on doit conforter l'image sur ces territoires, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à 2030 et au-delà, avec une image de ski, de tourisme d'hiver et de neige? C'est juste la question, c'est est-ce qu'on doit le faire d'un point de vue image et d'un point de vue tourisme? Je ne pense pas que ça va aider les territoires avec une transition.
Valérie Paumet, vous m'entendez? On entend votre message. Je voulais juste vous demander, et pour compléter, si je peux me le permettre, la question de Briseis, pour avoir discuté avec des collectifs cet après-midi, et notamment nos JO qui se mobilisent dans les Alpes pour empêcher... Bon, manifestement, ils ne vont pas y arriver. Les JO de 2030, ils me parlaient des retombées économiques en riant, en disant que les prix de l'immobilier ont explosé dans les Alpes. Ils disent ici, c'est Doha. En fait, si nos parents ne sont pas propriétaires ou si on n'est pas riche, on ne peut plus se loger dans les Alpes parce que les propriétaires préfèrent faire du Airbnb pour les gens qui vont faire du ski plutôt que loger les saisonniers. Les écoles se sont vidées de 50% parce que les gens s'en vont. Et ils disent, les artisans, eux, non, parce que les grands industriels du béton arrivent avec leur propre main-d'œuvre moins chère et qui vient d'Europe de l'Est. Est-ce que c'est des choses que vous aussi, vous voyez? Est-ce que cette problématique-là, elle est réelle pour ceux qui m'ont parlé dans la vallée de la Parenthèse ou du Grand Bornand? Non, dans les Alpes du Sud. Dans les Alpes du Sud, merci. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi, partout dans les Alpes? Oui, c'est partout dans les Alpes. On sait aujourd'hui que le modèle de ski est tenu par le modèle de l'immobilier uniquement. En fait, si au tout début, les JO avaient une magnifique valeur de véhiculer le sport et tout ce qu'on sait des valeurs sportives, aujourd'hui, c'est un business principalement de l'immobilier. Alors, les promoteurs, effectivement, vont bâtir. Le SCOD Tarentaise, aujourd'hui, prévoit 45 000 lits à construire, alors qu'on a déjà plus de 3 millions de lits touristiques, dont la moitié ne sont loués que 3 semaines par an. Tout ça pose question, en fait, dont 70% sont des passoires énergétiques. Donc, est-ce qu'il va falloir construire des logements qui vont être très chers parce que le prix du foncier est cher, donc ils vont vider les populations locales. Plus on a de lits touristiques aujourd'hui dans les villages et les stations de montagne, moins il y a d'habitants, de résidents permanents. C'est quand même un échec à l'économie du ski. Merci. Merci madame. Merci madame, et je renvoie sur votre compte Twitter, vous êtes très active, votre compte X, pardon, vous avez fait une publication qui avait attiré notre attention ce matin, très argumentée, comme vous l'êtes ce soir, fondatrice de l'association Résilience Montagne. Merci messieurs, merci Mathieu, et on suivra évidemment vos reportages et votre couverture, la couverture de France Télé et des Jeux. Il y a toute une équipe qui s'y prépare. Merci Armande Rédinger, je renvoie monsieur à votre livre aux éditions Vigo Paris Olympique de 2024. C'est priorité évidemment au direct et à l'actualité sur France Info. On revient sur la libération de Mia Shem en Israël. On a ouvert ce 17-19 avec cette actualité et on retrouve Alban Mikosi en direct de Tel Aviv. Et vous êtes cette fois, Alban, avec un témoignage sur la fameuse place des otages de Tel Aviv.